Alors, bienvenue à nouveau à tous pour cette deuxième session de la journée de modélisation énergétique. Aujourd'hui, dans cette session, on va discuter de la modélisation du secteur de l'approvisionnement en combustibles fossiles et on va aborder cette thématique selon plusieurs angles. Donc, on va discuter un petit peu des prix et des itérations nécessaires entre l'offre et la demande. On va regarder plus en détail le modèle d'approvisionnement en combustibles fossiles, sa structure générale et ses sous-modules, et comment il est connecté aux autres parties d'un modèle plus général du système énergétique. On va discuter des profils de production et des investissements, ce qui est une question très importante dans le secteur des hydrocarbures. On va décrire le module de transformation pour les hydrocarbures qui est la raffinerie et le raffinage. Et on va discuter des répercussions sur la durabilité et le développement durable en général. On commence, comme on a l'habitude de le faire, avec une petite question. Alors, je vous invite à aller sur votre page Menti. Voilà. Alors, nouvelle question concernant l'approvisionnement en combustibles fossiles. Selon vous, quels paramètres clés faut-il prendre en compte pour le modéliser? Donc, vous avez cinq propositions. Est-ce que prendre en compte le prix est particulièrement important ou pas? Prendre en compte les ressources, les réserves, et on verra qu'il y a bien une différence entre les ressources et les réserves. Prendre en compte la demande ou enfin la viabilité économique des projets. Donc on est toujours sur la même page Menti avec le même code et je vous laisse quelques instants pour répondre. Alors c'est intéressant, on voit une différence importante entre les ressources et les réserves, mais par ailleurs vous êtes tous d'accord pour dire qu'il est très important de prendre en compte la demande et les prix. La viabilité économique des projets vient un petit peu après. Voilà. Marco, je te laisse commenter davantage. Euh, J'étais en train de les réponses que je trouve toujours très fascinant de voir les réponses des gens. Parfaitement raison. La demande des prix ont presque unanimité. Ils ont la priorité pour Euh, Comme toujours, il n'y a pas de mauvaise réponse ici. Il y a juste des réponses qui sont un petit peu plus fortes que les autres, mais ça dépend aussi de comment on crée notre modèle. Alors, bien sûr, les prix vont avoir une importance fondamentale sur la viabilité économique des projets, par exemple. La demande, bon, sans la demande, on n'a pas de prix. C'est-à-dire que c'est difficile de trouver des prix, sinon comme demande et offre. Sans les ressources et donc les réserves, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. Donc, c'est tout ensemble qu'il faut le regarder, mais dans la modélisation, je pense que demande et prix sont vraiment essentiels. Avoir une bonne estimation des ressources et puis des réserves, c'est important parce que sinon, on risque de faire, tout simplement de dire, ah oui, on a suffisamment, et puis peut-être on n'a pas, ou le contraire, on n'a pas suffisamment et non, on en aura. Donc, tous les parties, comme on disait, sont utiles, mais je pense que les réponses étaient très bonnes. Je dirais qu'on commence avec la présentation, si vous êtes d'accord, parce que déjà, je me suis un peu attardé sur l'électricité, mais malheureusement, l'électricité, c'est un peu
j'ai un faible pour ce secteur. Donc, on était à la question de Monty. Maintenant, juste de transparent très vite pour mettre. Aujourd'hui, on va parler surtout de pétrole et gaz, beaucoup moins de charbon ou presque pas de charbon. Mais quand on parle de offre d'approvisionnement, bien sûr, il y a aussi le charbon. Pétrole et gaz sont interconnectés avec des différences majeures, mais là, on voit bien, juste pour introduire le sujet, on voit bien comme entre les réserves, la production, les investissements, le pétrole, le gaz, les différents types de compagnies, il y a une variabilité qui nous amène à dire il n'y a pas il n'y a pas une solution, il n'y a pas une position, il n'y a pas une réponse générale. Il y a beaucoup d'évaluations à faire dans ce domaine. Ça rentrera aussi quand on va parler de la environnementale et donc l'impact sur le climat. Il faut toujours se souvenir de ressources et réserves. La ressource, on en a et pour le gaz, et pour le pétrole, et pour le gaz, on a consommé moins de 20% jusqu'à là. Donc, le problème d'avoir suffisamment de ressources pour l'instant n'est pas là. La question, c'est combien de ça devient techniquement et économiquement possible à exploiter, et donc combien, avec quelle technologie, dans le temps, à quel prix. Et les réserves, en effet, les réserves qui sont exploitables vont être le passage entre ressources et exploitation, ça vient à travers des réserves, les réserves qui sont exploitables techniquement et économiquement. Excusez-moi, de temps en temps, les mots ne viennent pas. On revient toujours sur le même slide. Là, vous allez soit l'aimer, soit la lire, parce qu'on vous la présente et la représente, mais c'est toujours très important de voir où on se situe, où on est, de quoi on est en train de parler. On a parlé de la demande finale, de la demande qui peut venir à travers le secteur de la transformation pour arriver à la fin à la demande d'énergie primaire. Cette demande d'énergie primaire de charbon, pétrole et gaz doit être satisfaite par le secteur et la modélisation, le modèle ou module, selon comment on veut l'appeler, de l'approvisionnement de charbon, pétrole et gaz. Et bien sûr, il y aura les prix qui vont être le résultat de l'interaction entre ces deux parties. Or, on a parlé encore hier de variables exogènes ou endogènes au modèle. Bien sûr, ça dépend de comment on veut les déterminer et comment les modèles sont construits. Dans le cas de l'AIE, le modèle de demande jusqu'à là, cette partie-là, c'est tout intégré dans un modèle, et ceux de l'approvisionnement, c'est un autre modèle, et les deux sont tournés en itération l'un avec l'autre. Donc, sont mutuellement dépendants, mais sont pas effectivement complètement liés pour des raisons simples et pratiques de puissance d'ordinateur. Et c'est pour ça qu'on fait cette itération. Je dis on fait parce que j'y ai travaillé pendant plusieurs années, mais en effet, je ne travaille plus avec ce modèle, mais j'ai passé
beaucoup d'années de ma vie professionnelle à faire exactement ça. Donc, on parle de modules d'approvisionnement. Dans le WEM, on parle de 3 modules, pétrole, gaz et charbon. Il faut se souvenir qu'il y a des similarités et des différences entre ceux-là, c'est-à-dire le module pétrole, c'est plus mondial et donc ça prend en compte vraiment le niveau d'offre offre-demande à niveau mondial, alors que le gaz et le charbon ont une composante régionale très forte, même s'il y a aussi du commerce international, les deux, avec les LNG et le GNL peut-être en français, et le transport de charbon entre les différents continents. Sachant qu'il y a des contraintes qu'on peut mettre et qu'on met bien en valeur concernant les infrastructures, c'est-à-dire on ne peut pas, si on n'a pas des terminaux, je ne sais plus, c'est GNL, la traduction de LNG anglais. Et bien sûr, il faut toujours garder à l'esprit que les modules de pétrole et gaz sont interconnectés parce qu'il y a la production dans l'un et dans l'autre de gaz naturel. On disait tout à l'heure, et c'est très important, il y a cette itération entre les deux parties du modèle, les deux modules demande et offre, et ça, c'est très important. Donc, on l'a dit, mais on le répète parce que c'est très important. De prix, d'une hypothèse de prix, on tourne le modèle de demande, on arrive à déterminer une demande de pétrole, disons, on tourne le modèle de pétrole. Si le prix n'est pas suffisant à stimuler les investissements pour satisfaire la demande, on recommence en augmentant le prix. Ça va réduire la demande. Donc, plus faible la demande, plus élevé les prix. Ça veut dire que plus de projets vont être rentables pour satisfaire cette demande. Et on continue cette itération jusqu'au moment où on trouve le bon équilibre. Il y a plusieurs types de pétrole et de gaz qui sont modélisés. On va revenir sur ça dans les prochains slides. Donc, l'importance des trajectoires des prix, c'est, comme on a dit, très important. C'est très important pour déterminer surtout la demande et voir s'il y a suffisamment d'investissements qui vont rentrer dans le modèle, qui vont être mis en place par le modèle. Donc, les deux composants essentiels, c'est le niveau de demande et mais il faut toujours se souvenir que cette itération nous offre une trajectoire qui est avec des prix moyennes. La réalité va avoir des prix beaucoup plus volatiles que ceux présentés et calculés par le modèle, comme c'est le cas de WEM. Si on voulait avoir des modèles qui représentent mieux la volatilité dans les marchés, il faudrait construire des modèles différents. On revient sur l'idée qu'on avait dit hier, qui est très importante. On ne peut pas répondre à toutes les questions avec un seul modèle. Si on veut calculer et voir la volatilité des prix de pétrole et de gaz, il faudra construire des modèles qui soient adaptés à ces besoins. Le prix qu'on a dans les modèles, comme c'est le cas de WEM, sont des prix moyennes dans l'année. Où il y a une grande différence entre les scénarios, la grande différence étant due surtout aux différentes politiques qui sont mises en place dans les différents scénarios et
bien sûr, la demande qui est beaucoup plus élevée dans le current policy scénario. Donc, on a besoin exploiter des ressources qui sont de plus en plus chères et donc le prix est plus élevé. Et c'est plus faible dans le développement durable, le scénario de développement durable, car la demande effectivement monte et puis baisse. Et donc, on a besoin de satisfaire la demande avec les ressources qui sont les moins coûteuses. Et donc, le prix total devient plus faible au rapport avec les autres scénarios. Si on regarde la structure de modèle, je m'arrête, excusez-moi. Avant, on passe à une question non type avant de regarder la structure de modèle. C'est, je pense, une chose qui pourrait être à discuter dans les prochains slides. Alors, nouvelle question, Menti, très simple. Selon vous, est-ce que nous allons prochainement atteindre un pic de la production mondiale de pétrole? Bon, prochainement, c'est vague, on ne dit pas quand, mais bon, alors la moyenne est plutôt au milieu. En France, on dit que on appelle ça une réponse de Normand. C'est un peu ni oui ni non. Bon, dans l'ensemble, vous pensez plutôt que nous allons atteindre un pic prochainement. Très bien. Et ben, Marco, la réponse? La réponse est, on ne le sait pas, mais la réponse, si on veut être un peu plus détaillé, est on a parlé pendant des années, je ne dirais pas des décennies, mais des années, mais souvent et beaucoup, d'attendre le fait qu'on n'avait pas suffisamment de pétrole et que ça allait être épuisé très prochainement. On a vu avec la slide au tout début qu'on a beaucoup de ressources. Ça, avant d'attendre un pic de production lié, et c'est ça la différence pour moi, on parlait de pic de production lié au fait qu'on n'avait pas suffisamment de pétrole à prendre, à extraire. En effet, on a vu ressources, on a. Il faut voir lesquelles ressources sont techniquement et économiquement faisables, mais aussi quel va être le niveau de demande. Et ça joue énormément sur le pic de production. Une chose, c'est le pic de production parce qu'on n'a pas de pétrole. Toute autre chose, c'est un pic de production qui est conséquent au pic de demande parce qu'on met en œuvre une série de mesures dans le monde pour lesquelles on va attendre un pic de production, de demande, et puis ça baisse. Et bien sûr, si on a un pic de demande, on va avoir un pic de production. Donc, lequel va être le moteur? Pour moi, je pense que ça va être le pic de demande, mais ça dépend beaucoup du type des politiques qui vont être mises en place dans les différents pays. On revient sur les modèles, la structure des modèles de modules de pétrole et de gaz. Ceux de pétrole de l'AIE, donc de l'OM, prend en compte 10 types de pétrole distincts avec
toute la complexité, bien sûr, du type de profil de production. On va revenir beaucoup sur le profil de production, donc de comment les différents champs de chaque type produisent le pétrole, peuvent être exploités, où ils sont, à quel type de coût. Et ça, c'est très important pour créer pour avoir une distinction suffisamment fine des différents moyens de production que normalement on qualifie de conventionnel et non conventionnel, comme vous voyez à la gauche et à la droite de votre écran. Très similaire, c'est la condition du gaz, même si le nombre de types de gaz c'est plus faible, c'est 7 au lieu de 10. On a toujours le conventionnel et le non conventionnel. Non conventionnel qui a eu un rôle et pour le pétrole et pour le gaz dans les dernières années, très important. Par exemple, bien fort aux États-Unis où le gaz de schiste et le pétrole de schiste ont eu un rôle majeur dans la transformation de la production des États-Unis et bien sûr donc en ayant un impact sur le commerce international, donc passant d'importateur à exportateur, très important. Alors, comment le modèle marche? Là, on parle de modèle pétrole, mais c'est très similaire pour le gaz. Donc, on va parler juste de pétrole pour l'instant, mais en gardant l'esprit que c'est très similaire. On a une structure toujours avec des similarités avec les autres secteurs et des péculiarités qui sont propres du secteur qu'on est en train d'analyser. Alors, les similarités, c'est toujours, disons, soi-disant facile. On a une demande, on a la nécessité d'avoir beaucoup de données historiques. Toujours, on revient à l'importance des statistiques dont on parle beaucoup dans les webinaires de cette formation pour une raison, sont extrêmement importants. Il y a bien sûr les enquêtes sur les projets pour les 5 prochaines années, parce que ça sont des projections qui vont être très bien influencées pour ces nouveaux projets. Il y a la partie de compréhension de ressources et des réserves, les coûts, bien évidemment, les régimes fiscaux et tout ce type d'analyse de données d'entrée dans le modèle, comme dans tous les modèles dont on a parlé. On a bien sûr la demande, on part de la demande comme on a dit tout à l'heure. On regarde la production existante et combien on va avoir dans les prochaines années qui va sortir du lot, disons, de la production d'aujourd'hui, pour déterminer la demande qui n'est pas satisfaite chaque année. Et puis, donc, il faudra déterminer quels champs vont produire pour satisfaire cette demande en faisant une analyse qui prend en compte on dit VAN ou VAN, je ne sais pas, VAN, j'imagine, des différents champs pour faire un classement des différents de la rentabilité de chaque champ pour déterminer lesquels vont produire pour satisfaire cette demande non satisfaite jusqu'au moment où on la satisfait avec cette méthode. L'idée, c'est très similaire, comme on a vu hier pour le secteur des bâtiments, comme on a vu aujourd'hui pour le secteur électrique. Si on veut, la grande différence, c'est que le profil de production, ça change dans le temps.
la production diminue dans le temps selon le profil de production. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut influencer. Dans le cas, par exemple, des centrales électriques, on peut décider d'investir et garder un peu plus, je ne sais pas, 10 années en plus, une centrale en ligne. Un champ, si on est en train de l'épuiser, on est en train de l'épuiser. On ne peut rien faire d'autre. Donc, c'est moins flexible, si on veut, qui est le secteur électrique. Mais ayant fait les différences qu'il faut faire, il y a une structure mentale au moins, une structure générale qui est similaire aux autres secteurs. La complexité, bien sûr, vient des différents profils de production, des différents champs, et on va bien sûr en parler dans le prochain slide. On a parlé de la valeur actuelle nette, de VAN, donc de la valeur actuelle nette, qui est bien sûr influencée par un tas de facteurs, comme on a bien l'habitude. On ne va pas rentrer dans les calculs, mais ils sont faits pour chaque champ, chaque pays, chaque année de projection dans le futur. Donc, ce sont des calculs quand même très élaborés et très complexes, un nombre de vraiment de cumul de calculs. Et bien sûr, ils doivent tenir en compte puis, quelles sont les réserves développées, quel type de contraintes on a pour pouvoir les développer, et bien sûr, quelle était la disponibilité des différentes ressources dans les différents pays. Je m'arrête un instant pour voir s'il y a des questions, parce qu'on a, avant de continuer, c'est aussi pour moi une façon de voir si je suis dans les temps ou pas. On continue. On a mentionné les différents types de profils. Et ça, c'est très, très important. Ça peut avoir une influence très significative sur les résultats. Sur les résultats de quel type de champs vont être exploités, dans quelles années, dans quel pays. Et bien sûr, ça dépend des différents types de ressources exploitées. Et donc, il y a toute une analyse qui vient être faite avant de commencer à tourner le modèle, comme il y a dans beaucoup de modules. Pardon. Modèle, des fois, on fait un peu de confusion entre les termes, mais gardez-les un peu comme synonyme, même si ce n'est pas exactement le cas. Et donc, ça va être une analyse très importante qui est faite avant de tourner le modèle pour pouvoir avoir les différents profils qui dépendent. Bien sûr, des fois, on a une connaissance bien spécifique des différents champs dans les différents pays. Des fois, il faut trouver, comme on disait hier pour les bâtiments, les cas plus similaires qui s'adaptent le mieux pour pouvoir représenter ce qu'on connaît un peu moins bien parce qu'on n'a pas suffisamment, on n'a pas 30 années de données de production de champs pétroliers. J'avais eu l'impression qu'il y avait une question, peut-être je me suis trompé, désolé. On passe à une question avant de la prochaine slide parce que ça a une implication bien évidente, vous allez la voir. Nouvelle question, effectivement, très, très rapide. Selon vous, est-ce que nous aurons encore besoin de pétrole à l'avenir dans un monde qui suit notre scénario de développement durable? Donc, pour rappel, le scénario de développement durable, c'est celui qui tient compte de l'atteinte des objectifs climat que s'est dotée la communauté internationale, dont l'accord de Paris, pour maintenir le réchauffement climatique
à 2 voire 1,5 degrés en 2100 comparativement au niveau pré-industriel. Donc c'est un monde dans lequel on doit émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre très rapidement. Alors vous avez presque tous répondu que oui, nous aurons encore besoin de pétrole. Tout à fait, plutôt d'accord. Marco, je te laisse montrer la suite de la présentation. Merci. En effet, je ne vais pas répondre à ça parce que je voudrais vous... on va y répondre dans 2 slides. C'est pour ça que je ne vais pas y répondre tout de suite. Vous voyez les slides? Oui, merci. Et donc, on regarde avant la demande dans le scénario politique actuel. Ça, c'est juste une représentation de ce qu'on vient de dire. On a la production d'aujourd'hui qui décroît, et ça dépend du déclin de la production des différents champs. Et donc, c'est tout simplement la combinaison de tous les champs qui produisent dans le monde, qui vont avoir ce profil global qu'on vient de montrer. On a une demande qui augmente, même si faiblement, ça continue d'augmenter dans le scénario politique actuel. Et donc, chaque année, il faut amener en production un certain nombre de champs pour pouvoir satisfaire cette demande qui n'était pas satisfaite. La première année, la deuxième année, la troisième année, et on continue. Donc, chaque année, le modèle va rajouter un tas de champs dans les différents pays selon des critères déterminés par le VAN qui vont amener en ligne, je ne sais pas si on peut le dire, ça c'est une terminologie, désolé, électrique, qui vont amener à produire les différents champs dans le monde. Et bien sûr, pour tous les années à venir. Mais qu'est-ce qui arrive si on regarde le monde développement durable? La demande baisse, atteint un pic, baisse, et puis elle baisse. Alors, est-ce que cette courbe change chaque année qu'on fait l'analyse? Et bien sûr, ça va continuer à changer parce que c'est lié au type de politique, au type de trajectoire, au type de données historiques. Donc, ça change chaque année. Mais le concept reste le même. Le concept est que la baisse de production existante est beaucoup plus rapide que la baisse de la production de demande dans le scénario de développement durable. Et donc, on continue de devoir investir dans le champ pétrolier, même dans le scénario développement durable. Or, il faut se souvenir que on parle d'une quantité beaucoup plus faible, donc on investit beaucoup moins, mais on investit toujours. Donc, il faut garder en tête ces 2 éléments-là qui sont, à mon avis, très importants. Si on regarde bien sûr l'Afrique, en termes de gaz, on aime toujours bien regarder l'Afrique et aussi regarder un peu le gaz. On se souvient, il faut garder à l'esprit que les investissements, il y a eu un grand rôle de l'Afrique dans les découvertes récentes. Et le gaz peut jouer un rôle très important et pour satisfaire la demande du continent et pour les exportations. Bien sûr, toujours en gardant à l'esprit que pour les exportations, la compétition est bien
vivace, disons comme ça, que la partie exportation, ça peut changer de scénario à scénario selon les différentes situations. On arrive au modèle de raffinerie qui est très important. C'est le lien entre l'approvisionnement de pétrole brut et la demande finale de produits pétroliers. Pourquoi on en parle ici et pas dans la partie transformation? On pourrait en parler dans les deux, mais c'est en effet le monde du milieu entre les deux parties. Donc, c'est très important. C'est important parce que l'input des raffineries vient du module de pétrole brut. De pétrole brut. Il y a plusieurs entrées. Il faut penser, le modèle est effectivement construit sur 4 étapes principales qu'on va voir dans les prochaines slides. La première, c'est de estimer projeter la demande de produits pétroliers. Dans certains secteurs, on a directement le type de produits pétroliers, c'est-à-dire dans le transport, on fait la modélisation directe de combien de voitures à essence diesel il y a, mais dans d'autres secteurs, souvent dans le secteur du bâtiment, on a juste la demande de pétrole. Donc bien sûr, il faut désagréger cette demande de pétrole selon les différents usages pour arriver à voir quel type de composition de différents produits pétroliers vont être nécessaires. Pourquoi? Parce que les raffineries vont produire les différents types de produits pétroliers et donc il faut avoir le maximum de détails de demande pour pouvoir considérer quel type de centrale peut quel type de raffinerie vont être utilisées. Le deuxième pas, c'est bien sûr, une fois qu'on a la demande totale de tous les produits, de soustraire tous ceux qui ne vont pas être produits par des raffineries, les biocarburants par exemple, et les autres les autres produits qui ne passent pas par des raffineries. Et donc, on va avoir la demande qui doit être par les raffineries. Le troisième pas, c'est de prendre en compte toute la capacité de raffinage dans les différents pays, voir quel type de raffineries sont, comment elles marchent, parce que certaines raffineries peuvent traiter, par exemple, des pétroles plus denses ou moins denses. Ça dépend beaucoup du type de technologie. Et donc, le modèle va faire le match, va mettre ensemble toutes les données de le type de combustible qui sont nécessaires à avoir avec le type de raffinerie qu'on a et comment on peut le faire tourner pour avoir cette correspondance. Ça aide aussi à calculer ce qu'on appelle la capacité à risque, donc combien de capacité, laquelle et où on a qui est à risque de fermeture parce que n'est pas rentable. Le quatrième pas, bien évidemment, c'est une fois qu'on a ces informations, construire l'équilibre de où le pétrole brut est produit, où les produits raffinés sont produits et construire la matrice de commerce international et des pétroles bruts et des produits pétroliers. Ce qui est suffisamment compliqué et qui a un impact bien évident sur les différents pays, sur les différents produits. Si on regarde
l'un des messages principaux, c'est en effet qu'on est en train de bouger de la demande vers des produits de plus en plus légers. Vous voyez les produits légers qui augmentent, les produits plus lourds qui diminuent dans le temps. Et donc, la nécessité aussi de changer et comment les raffineries ont besoin de changer dans le temps. Arnaud, si tu es d'accord, moi je laisserai éventuellement l'exercice à la fin si on aura le temps. Je dirais de terminer avant la présentation et puis on va voir combien de temps nous reste parce que malheureusement, on est en train d'attendre la fin. Il y a une toute dernière partie qui est à la fin, mais qui est très importante, et sont les répercussions sur la durabilité, sur la sustainability du secteur de l'approvisionnement de combustibles fossiles. Or, ici, on voit une estimation que je trouve impressionnante et importante, faite pour l'année 2018 pour l'industrie, pour toute la production mondiale de pétrole. Et quelle est l'intensité émission de CO2 de chacun de ce baril de pétrole. On voit des choses très, très importantes. Ça, c'est les émissions relatives, bien sûr, à ce qu'on appelle upstream, donc à l'approvisionnement de pétrole. On voit deux, trois choses qui sont extrêmement importantes. La première, c'est la variabilité énorme qu'il y a entre les premiers barils extraits et les derniers. Les derniers ont un impact sur la de production de CO2 énorme au respect des premiers. Mais en total, ces émissions représentent entre 10 et 30% de l'intensité totale de l'émission de cycle de vie complet du pétrole. 10 à 30%, c'est gigantesque. Donc, il y a déjà un grand pas qui peut être pris, des actions très importantes qui peuvent être prises par les compagnies pour réduire leur empreinte sur le climat en réduisant ces émissions-là. Ça, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour le gaz, d'autant plus, en particulier pour ceux qui est les pertes de méthane dans l'environnement. Et donc, si on regarde ce qui se passe et que peut se passer dans le scénario développement durable, on voit très bien comme on peut réduire énormément les émissions du secteur de l'approvisionnement de pétrole et gaz, surtout avec des actions sur les réductions de méthane, de méthane qui est perdu, mais bien sûr avec d'autres actions, le flaring and venting, en utilisant la CCS, en utilisant, augmentant l'efficacité et tout ça. Donc, mais bien sûr, la réduction de pertes de méthane, c'est la plus grande partie qu'on voit. Ça, c'est très important parce qu'on parle de... parce que les opérations de pétrole et gaz, aujourd'hui, on estime que soit à peu près le 15% représente le 15% des émissions mondiales du gaz à effet de serre. Donc, pouvoir réduire de manière importante
ces émissions, ça va être crucial dans les années à venir. Une toute dernière slide que je trouve très intéressante, qui est liée au point des investissements dont on disait entre le scénario politique actuel et le scénario développement durable, c'est les investissements croître dans l'autre diminuent, mais la partie, mais les investissements sont toujours quand même très importants. Et si on regarde au respect de la moyenne des 3 dernières années, 2007, si on rajoute aussi les investissements en low carbon liquids, c'est-à-dire hydrogène, biogaz et tout ça, on voit que dans les années de projection, dans les années à venir, les investissements restent quand même très. Les conclusions sont on va juste toucher peut-être à quelques points, mais l'importance des prix est très importante pour la modélisation, pour déterminer quels les différences entre les scénarios, mais le fait qu'on a besoin d'investir dans des champs aussi dans les scénarios plus verts, plus soutenables, environnement soutenable, le fait qu'il y a des mesures à prendre liées à ça qui sont très importantes, qui peuvent être prises tout de suite par les compagnies, et donc il faut au maximum pousser que les différentes compagnies puis, poussent ce concept, ce processus au maximum pour minimiser ces émissions. Avec ça, on termine la présentation sur l'approvisionnement de pétrole, gaz et charbon. Je propose, Arnaud, de prendre avant les questions et si on a un peu de temps, de revenir sur l'exercice, si c'est OK pour toi, mais comme vous voulez. Très bien, oui, je vois une première question qui a été posée, alors il y a un moment déjà, de toujours Ange-Benjamin Brida. Vu la complexité des calculs, comment les pays en développement pourraient avoir accès à ces analyses pour orienter leurs politiques et leurs décisions d'investissement? Alors, si je me souviens bien, la question a été posée quand on parlait du calcul des valeurs actuelles nettes pour les investissements dans l'amont pétrolier. Bon, c'est dur de donner une réponse très précise ici. Je pense que dans le cas des pays qui disposent de ressources en hydrocarbures, les décisions pour valoriser ces ressources font l'effet de nombreuses discussions et de nombreux calculs avec beaucoup d'acteurs, avec les compagnies pétrolières, avec les acteurs financiers qui sont derrière. Et donc, ces calculs ont beau être complexes, je pense qu'ils sont assez bien maîtrisés quand on parle de l'investissement projet par projet. Ensuite, c'est vrai qu'on parle d'un sujet qui est éminemment complexe. Et puis nous, on vous montre à une diversité d'échelles, on vous montre le secteur global et aussi il y a une décision qui doit être prise au niveau d'un projet. Donc, faire le lien n'est pas toujours évident. C'est vrai. Marco, je te laisse compléter si tu veux ou passer à l'exercice. Je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, l'AIE est toujours là pour aider pour la modélisation de tout ça avec plaisir. C'est le but de cet exercice. Mais quand on parle de la réalité, je pense que, comme tu disais, la collaboration avec les compagnies pétrolières, avec les différents acteurs qui sont amenés à faire ça, c'est très, très important. Aussi pour les modélisateurs, pour la compréhension dans le pays lui-même.
D'autres questions peut-être? Bien sûr, et sur cette présentation et sur l'autre de l'électricité, même si on a parlé à fur et à mesure dans l'autre plus que dans celle-ci. Donc, peut-être. Peut-être, Marco, s'il n'y a pas d'autres questions, tu peux présenter rapidement l'exercice comme tu l'as fait pour celui du secteur de l'électricité. Donc, ces documents vous ont été envoyés, mais peut-être qu'on peut vous aider un petit peu à naviguer dedans et à décrypter les logiques de Oui, de ce en modèle effet, là, séquentiel. j'ai encore, excusez-moi, l'exercice brut. Je vais ouvrir, désolé en anglais, mais on va voir la similitude. Excusez-moi, je vais pas le trouver, j'ai trop de choses. Attendez. Euh, juste un instant. Je vais y arriver dans un instant, désolé. Bien sûr, j'avais ouvert le fichier qu'on m'avait envoyé avec l'exercice. Euh, non. Vous voyez pas l'écran pour l'instant, n'est-ce pas? Pas encore. Ça va être ceci. Vous le voyez maintenant? Oui, parfait. Désolé, c'est en anglais, mais on peut bien le distribuer en français. Mais c'est juste pour se souvenir de quelle est l'idée. L'idée, c'est de lier le même type d'exercice qu'on avait fait, que Arnaud avait corrigé, vous avez montré hier dans la première, dans l'introduction au modeling. Et voir quelle serait la partie supply de ça, donc la partie d'approvisionnement de pétrole. Et donc, bien sûr, les calculs sur les raffineries et donc sur les pertes et sur le change de comment ça change l'utilisation de la capacité de raffinage. Et puis, c'était tout simplement de voir l'impact sur les importations de pétrole brut et de pétrole raffiné. Donc, dans ce cas-là, pétrole brut et essence. En variant, par exemple, si ça change ou pas l'utilisation de raffinerie. Donc, si ça reste, par exemple, à 50%, on va voir que on va devoir importer beaucoup plus d'essence. Si on arrive à augmenter la capacité, l'utilisation de raffinage, on va baisser les importations. Bien sûr, si on ajoute plus de capacité de raffinage, on va encore plus baisser encore plus les importations d'essence, mais bien sûr, on augmentera les importations, sauf si on augmente la production domestique de pétrole. Donc, ça, c'est un peu pour voir le type d'importation. L'autre, et on va bien sûr circuler les solutions, l'autre point, c'est de voir comment, selon les différents profils, l'un
comment ça baisse la production d'aujourd'hui. Ça, c'est comment ça peut diminuer dans le temps dans un profil typique, mais on pourrait changer ce profil pour voir quel serait l'impact sur les nouvelles capacités qui vont être ajoutées dans le modèle. Et ça, c'est tout simplement chaque année le profil type de chaque production de champ qui va donner cette production totale. Et donc, c'est cette capacité qui va devoir être mise en place dans les différentes années. Je pense ça, c'est un peu encore la façon de comment naviguer dans le fichier. On va envoyer, je propose, j'imagine qu'on peut le faire, d'envoyer les solutions aux participants et bien sûr, on va facilement répondre à toutes les questions. Gardez toujours à l'esprit que dans nos fichiers, presque toujours, dans la colonne C, il y a les paramètres à changer pour voir les changements dans la partie des projections, dans la partie des années bleues, disons. Donc, ces paramètres vont influencer les années à venir, sauf quand il y a un bleu, dans ce cas-là, c'est un facteur de conversion, ça ne change rien. Ou si ça change quelque chose, il faut mais normalement, ce sont ceux-ci les paramètres à changer pour voir l'impact sur les différents résultats. Avec ça, on a rejoint midi et quart. Je m'arrêterai là et Arnaud, je ne sais pas si tu veux conclure ici. Oui, merci beaucoup Marco. On peut prendre peut-être encore une ou deux questions si vous les écrivez dans le Q&A ou bien si vous souhaitez prendre la parole. Et pendant ce temps-là, je vous rappelle donc on a fini pour cette première semaine extrêmement dense avec lundi, mardi est consacré aux statistiques et hier et aujourd'hui à la modélisation. On se voit la semaine prochaine. Lundi, on aura une session dédiée à l'ODD numéro 7. On parlera à la fois de l'accès à la cuisson propre et de l'accès à l'électricité en faisant notamment un focus sur les nouvelles solutions hors réseau et le solaire décentralisé. Et ensuite, on aura d'autres sessions mardi et mercredi. On a d'ailleurs un petit peu de flexibilité sur la session de mercredi. Donc, on vous demandera de nous dire par email ou sur le groupe WhatsApp ce que vous préférez que nous fassions. On peut se plonger un peu plus dans les exercices qu'on a abordés rapidement durant ces séances. Donc voilà, on pourra un petit peu définir ensemble comment utiliser au mieux le temps mercredi matin. Alors, il y a une question, oui, sur le fichier Excel. Je vous ai envoyé les fichiers non corrigés. Je vais évidemment vous envoyer les fichiers maintenant avec les onglets complétés et les corrections. Bon, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous les poser par email, évidemment. Bien dans ce cas, on vous libère pour le déjeuner après ces 3 heures très intéressantes et très complètes. Un grand merci Marco pour d'avoir animé tout seul ces 3 heures de formation. Et merci à l'ensemble des participants pour votre intérêt, pour votre écoute. Et à nouveau, n'hésitez pas à nous contacter par écrit et on se donne rendez-vous lundi à 9 h. Merci à tous.
Au revoir, bon après-midi.